Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Nous voilà à la coupure All-Star, donc pratiquement la moitié de la saison régulière effectuée, sachant qu'on a eu quelques matchs reportés, donc du coup on n'est pas exactement à la moitié en termes de nombre de matchs, mais c'est quand même l'occasion de faire un bon bilan, d'abord dans les chiffres et après un petit peu plus en détail en termes de jeu, etc. Donc déjà au niveau du bilan brut, chiffres, classement, etc., on est à 16 victoires, 18 défaites. Euh, dont 8 victoires, 7 victoires, 11 défaites à domicile, ce qui est pas GG. Par contre, à l'extérieur, c'est plutôt intéressant puisqu'on est à 9 victoires et 7 défaites avec des victoires à Portland notamment, à Dallas, à Houston, enfin bref, des victoires à l'ouest, ce qui arrivait très rarement lors des saisons précédentes, donc c'est quand même satisfaisant à ce niveau-là. D'autant qu'avec ce bilan qui est malgré tout en dessous des 50% de victoires, on est quand même deuxième de la division centrale. Euh, Milwaukee est loin devant. Et on a un petit peu profité de la mauvaise série d'Indiana dernièrement. Je crois qu'ils ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs. Du coup, on est passé devant et on est deuxième de cette division. Malgré tout, ça nous place neuvième de la conférence Est. Donc, c'est vrai qu'Indiana, ils étaient quatrième à un moment, ils ont vite chuté, mais on se rend compte avec ce classement que tout change d'un soir à l'autre parce que il y a trois victoires qui séparent le quatrième, qui est Boston à l'heure de la coupure, et le onzième, qui est Atlanta. Donc entre le quatrième et le onzième, il n'y a que trois victoires. C'est-à-dire que voilà, chaque soir, une équipe gagne, une équipe perd, boum, tu montes trois places, tu redescends quatre. Enfin bref, c'est très difficile de vraiment cerner à l'heure actuelle où tu peux arriver à la fin parce que ben, tu peux te retrouver avec l'avantage du terrain en playoff ou tu peux ne même pas être en playoff ni même être en play-in. Donc voilà, c'est très serré jusqu'ici. Donc bien malin qui peut prédire comment on va terminer la saison, surtout avec le calendrier de fou qui nous reste. Mais bref, voilà, au niveau euh, du classement, ça donne à peu près ça. Et il y a, il y a- c'est quand même un bilan qui est plutôt conforme à ce qu'on attendait en début de saison, hein, avec les attentes qu'on avait dans ce groupe-là, où on disait voilà une équipe qui est capable de se mêler à la lutte pour aller en playoff, le play-in, voire les derniers spots pour le playoff, la 7-8e, pourquoi pas, en suivant comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on a eu la chance quand même de pas avoir beaucoup de cas de Covid et tu vois, de matchs où il manquait la moitié de l'équipe, etc. D'ailleurs, aucun des matchs reportés où on était impliqué, c'était de notre faute. On n'a jamais dû nous dire, voilà, on n'a pas assez de joueurs, on doit déclarer forfait, enfin, on doit reporter le match. Donc, Chicago, à part Hutchison et Satoransky en janvier, on n'a pas eu de cas Covid, enfin, pas de joueurs testés positifs, ni même dans le staff d'ailleurs. On a juste eu Markkanen, Porter blessé de longue date, Wendell qui a loupé quelques semaines aussi. Mais globalement, on s'en sort plutôt bien. On n'a pas de grosses blessures long terme, opérations en fin de saison, etc. Donc à ce niveau-là, on est quand même encore pas trop mal. Donc pourvu que ça dure, hein, on touche du bois en espérant que ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, on est relativement dans les clous par rapport à ce qu'on visait en début de saison. Donc on est encore dans cette lutte pour les play-in, les play-offs, et après ben, on verra bien comment ça va se dérouler par la suite. Mais il y a quand même, si on veut gratter un petit peu, il y a quand même des moments de frustration parce qu'il y a certains matchs qui étaient vraiment prenables et on les a laissés filer. Notamment, tu prends le buzzer beater contre Portland. En début de saison, c'était contre Golden State aussi à la maison. Il y a ce match à OKC où tu as 22 points d'avance et tu le perds en prolongation. Euh, Il y a, euh, tu débutes février par 1-1 contre New York et 1-1 contre Orlando. Quand tu vois maintenant où ils sont Orlando, ils sont 13e dans les fins fonds là. Tu te dis, on aurait quand même dû enfoncer le clou. En plus, ils avaient des absents, etc. Donc ça aurait pu être vraiment une belle opération, tu vois, si on avait abordé les matchs de manière plus sérieuse, plus régulièrement. Mais enfin bref, voilà, c'est un bon bilan, 16-18 par rapport à ce qu'on attendait, mais tu peux te dire il y avait vraiment la place de faire mieux. Et ça se traduit dans cette stat qui est assez folle quand même, c'est-à-dire qu'on a joué 34 matchs jusqu'ici, il y en a 22 sur 34, donc deux tiers quand même, euh, qui se sont joués dans le clutch time défini par la NBA, c'est-à-dire 5 points d'écart max dans les 5 dernières minutes, à 22 reprises sur 34 matchs. Et sur ces matchs-là, on est à 10 victoires, 12 défaites. Donc
Donc voilà, c'est moyen bien, voilà, ouais, moyenne, moyenne juste quoi. Mais c'est vrai que si on avait abordé certains matchs différemment, tu vois, à force de débuter les matchs où tu te prends des runs de 10 12 points, t'es déjà à -15 après 7 8 minutes de jeu, voilà, tout de suite, on aurait pu se rendre la vie beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est un des points qu'a abordé Arturas Karnichovas parce qu'il a donné une conférence de presse quelques heures avant le match contre Denver lundi dernier. Euh, et il a dit, bon, il a dit plein d'autres trucs, je vais y revenir un peu après, mais il a insisté sur le fait que là, il y a encore deux problèmes récurrents dans cette équipe, c'est les pertes de balles et les fautes. Parce qu'on fait encore beaucoup trop de fautes. Alors les pertes de balles, oui, il n'y a pas besoin d'être un génie, hein. Tu regardes le classement, on est premier de la ligue en nombre de balles perdues. Il y a eu des matchs là dernièrement où c'était un peu mieux, notamment Denver, justement, on en a perdu que 10, mais on a perdu le match, donc comme des fois. Mais ça reste encore un truc récurrent, quoi. C'est pas totalement réglé. Ça allait un peu mieux, et puis tu sens qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour que ça retombe vite dans les travers. Et puis les fautes, bah, c'est une catastrophe. T'as l'impression que c'est même de pire en pire, quoi. Chaque match, t'envoies les équipes au lancer franc, mais tout le long, quoi. C'est assez aberrant. Et il n'y a pas meilleure illustration que le dernier match. Je crois que le dernier match, là, mercredi contre New Orleans, c'est le parfait exemple pour. Si quelqu'un te demande ah, ça ressemble à quoi la saison des Bulls, tu lui montres ce match. Encore que pour une fois, on a plutôt bien débuté le match, hein, avec pas mal de paniers au début. Super jeu collectif, très fluide, des extra passes, on a trouvé des très bons paniers, on a eu de super pourcentages au shoot sur ce match-là. Je crois qu'on a shooté à 51% au shoot et 42% à 3 points. On était très bon, on a dominé les rebonds. On a vraiment fait de bonnes choses, on était à plus 19 à la pause, on avait 17 points d'avance pour débuter le quatrième quart. Et bah, faut encore attendre les dernières secondes pour décider si on gagne ou pas ce match. Parce qu'on continue voilà, on a des moments d'absence, on est plus concentré, on laisse l'équipe faire des runs et, 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 et on subit. Et on fait encore des fautes, mais absolument ridicules. Sur les dernières possessions de ce match, il me semble que c'est dans la dernière minute 30 à peu près, deux fois on fait faute sur un shooter à 3 points. Et le mec il met ses trois lancers francs à chaque fois. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Et si c'était une fois, tu te dis, bon, bah ok, mais là, ça fait quand même plein de fois. Combien de fois cette saison on a gâché des avances, on a fait des fautes débiles pour offrir des points faciles à l'adversaire. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Le match contre Minnesota, il y a une dizaine de jours, c'est pareil, on le gagne en prolongation, mais on aurait dû le gagner de 20 points bien avant. On avait largement ce qu'il fallait pour ça. Et pareil, là, New Orleans, bah, c'est pareil, c'était un match qu'on s'était rendu facile, et puis on a décidé de le bazarder. Et heureusement qu'on le gagne, celui-ci, au final, 128-124, parce que si tu perds celui-ci pour arriver à la trêve avec trois défaites de suite, et dans ces scénarios-là, c'est quand même hardcore. Euh, donc Yannick Chovas aussi abordé pas mal d'autres sujets, hein. Il a quand même noté toutes les bonnes choses que réalise Billy Donovan, que réalise l'équipe, que ce soit collectivement avec, bah voilà, comme on l'a dit, une attaque quand même bien plaisante à regarder tous les soirs, avec des shoots ouverts, des drives, euh, beaucoup d'extra passes, voilà, des systèmes bien mis en place pour trouver des tirs ouverts, les rentrées, etc. Une bonne adresse globale de la part de l'équipe. Sur le plan défensif aussi, où il y a un petit peu de mieux dernièrement, même si bon, non, voilà, comme j'avais un petit peu évoqué dans la dernière vidéo, c'est peut-être aussi un changement où tu te dis, bah, autant prendre des paniers à 2 points plutôt que laisser des 3 points ouverts à l'adversaire, donc on se fait encore pulvériser dans la raquette. Et les derniers matchs, ça a confirmé cette tendance euh, avec notamment Jokic lundi, hein, mais enfin bon, personne n'arrête Jokic, hein, pareil, j'y reviendrai. Mais voilà, il a aussi souligné bah, voilà, les belles saisons individuelles comme Zach LaVine, Thaddeus Young, Temple, Pat Williams qui fait une saison rookie de bonne qualité jusqu'ici. Des hauts et des bas, mais c'est normal. Mais dans l'agressivité, voilà, surtout sur les derniers matchs, là, les 2 3 4 derniers matchs, il était vraiment pas mal. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre que ni lui ni Kobe n'aient pas été sélectionnés pour le Rising Star Challenge. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y aura pas de match. Donc, enfin bref. Euh, il a également évoqué un autre dossier qui va revenir pas mal là sur les prochains jours parce que c'est la période. En plus, il n'y a pas de match, donc il n'y a que ça à dire pour, tu vois, pour faire des news. C'est la trade deadline, c'est les transferts, etc. Est-ce que ça va bouger?
Alors déjà, il faut savoir que la trade deadline, c'est le 25 mars. Et Karnišovas a dit, entre autres, bah, pour moi, les joueurs, enfin, je les considère pas comme des marchandises à échanger, etc. J'aime développer des bons rapports avec eux, voilà, des affinités, créer des liens, etc. Euh, et il a dit aussi que voilà, on reste sur une saison d'observation, ce qu'on avait dit dès le départ, hein, de toute façon. Euh, et pour l'instant, c'est la priorité. On n'est pas encore ambitieux au point de se dire, bon allez, on va tout faire pour viser, je sais pas, finir 4 5 6e et faire un gros run en playoff. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est vraiment observation, voir quels sont les joueurs sur lesquels on veut s'appuyer sur les prochaines années, à qui on va signer des longs contrats, en se disant, voilà, ces gars-là, on les sécurise et on construit autour. Donc voilà, c'est vrai que Markkanen là a été blessé tout le mois de février, donc c'est pas évident. Euh, mais voilà, les Kobe White, les Wendell Carter, bon Zach LaVine, je pense que ça devrait pas trop, il devrait pas trop hésiter au moment de se dire bon on va le garder quand même. Mais voilà, donc il a pas dit il va rien se passer, mais il a quand même fait comprendre que voilà, euh, la fin de saison, si on veut être ambitieux, ça passera par la progression des joueurs qu'on a sur place, quoi. Donc voilà, il va falloir voir plus de régularité de la part de nos jeunes joueurs, notamment dans les entames de match, mieux gérer les fins avec moins de fautes aussi. Enfin bref, voilà, c'est sur ces axes de progression qu'on va s'appuyer pour essayer de finir la saison au mieux en termes de classement. Mais le principal reste quand même, et il faut, voilà, faut garder ça en ligne de mire, c'est que la priorité cette saison, c'est pas le classement, c'est la progression de nos joueurs, voir comment ils arrivent à évoluer ensemble et lesquels on peut garder pour le futur. Donc c'est pour ça qu'il ne devrait pas vraiment y avoir de move au niveau de la deadline d'ici le 25 mars. D'ailleurs, au niveau de Markkanen qui est blessé, il a dit qu'il attendait son retour avec impatience parce qu'il a montré de très bonnes choses avant sa blessure, notamment offensivement, hein, que ce soit de près, de loin. Il a montré de bonnes choses, même si c'est vrai que défensivement ça reste toujours un peu compliqué parce que c'est pas le gars qui est le plus dur au mal de l'équipe, mais enfin, euh, euh, voilà, Karnišovas attend le retour de Markkanen avec impatience pour voilà, observer. S'il arrive à jouer les 30, à peu près 40 matchs qui restent, euh, ça donne une meilleure base d'observation et surtout s'il peut les faire avec Wendell Carter, parce qu'on a déjà dit dans une vidéo précédente que les deux ont très peu joué ensemble depuis qu'ils sont à Chicago. Ils ont manqué 100 matchs sur 169 possibles où les deux étaient dispo, donc enfin, c'est quand même très compliqué quoi. Donc si on pouvait avoir ça sur la fin de saison, ce serait agréable à observer et après on aura tout le temps de faire les changements nécessaires cet été avec pas mal de joueurs en fin de contrat et voir un petit peu comment on s'organise à ce niveau-là. Euh, pour rester sur Markkanen et également Otto Porter Jr., on va quand même parler donc de nos blessés, même s'il n'y a pas tant de nouvelles que ça à ce niveau-là, parce que Billy Donovan disait que euh, ils en faisaient un petit peu plus aux entraînements, mais c'était encore sans contact jusqu'ici, donc ils n'avaient pas repris avec le groupe. Et il a déjà fait savoir qu'après le match All-Star de dimanche, bon, il y a la plupart des joueurs ont eu droit à quelques jours de repos, ils peuvent partir un petit peu à droite à gauche. Une fois qu'ils reviennent, bon, bah, il y a tout le protocole de contact tracing, voir s'ils sont pas malades, etc., s'ils n'ont pas chopé quelque chose en partant à droite à gauche. Notamment Zach LaVine qui va à Atlanta pour le Star Game. Il me semble que d'autres joueurs ont décidé d'y aller avec lui, des membres du staff aussi, enfin bref. Le temps que tout le monde retourne à Chicago, que tous les tests soient faits, il y aura très peu de séances d'entraînement avant jeudi, qui est donc notre prochain match. On reçoit Philadelphie pour la reprise. D'ailleurs, je vais y revenir sur le calendrier justement. Mais et justement, le fait qu'il y ait très peu d'entraînement, Billy Donovan était un petit peu inquiet sur le fait que ces deux joueurs-là, Porter et Markkanen, d'ici là ne devraient pas être à 100% physiquement, et du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'on va reprendre avec un back-to-back, un jour off, un match, un jour off et un autre back-to-back. Donc on va enchaîner très vite, même si c'est 5 matchs à domicile, c'est quand même pas rien parce qu'on joue Philadelphie jeudi prochain. Le lendemain, on reçoit Miami. Donc samedi off. Le dimanche, on reçoit. Oh, j'ai plus les noms en tête. Ok, ici. Non, Toronto. Toronto. Donc Philadelphie, Miami, Toronto. Donc c'est quand même pas rien. Repos lundi. Et ensuite, mardi, mercredi, t'as OKC et San Antonio. Donc les 5 sont à Chicago. Mais voilà, t'as quand même 5 matchs en 7 jours. Et pour les organismes, si les mecs ils reviennent tout juste, t'as un petit peu peur qu'ils se pètent.
Alors peut-être que tu peux te dire on les fait revenir, mais avec des limitations de minutes et ils jouent pas les back-to-back. Mais dans ce cas-là, autant, je pense que Donovan est plus dans l'optique de se dire on va attendre qu'il soit à 100% physiquement, tant pis s'il loupe 2-3 matchs en plus, mais voilà, on va rien précipiter, parce que s'ils reviennent et qu'ils se reblessent au bout de 3 matchs, ça sert absolument à rien. Donc je pense que ça va falloir prendre son mal en patience pour ces deux-là. Pas sûr qu'on les revoit tout de suite, mais enfin bon, après voilà, ça va dépendre de comment eux arrivent à revenir au niveau de leurs blessures et au niveau de leurs conditions physiques surtout, parce qu'après il y a beaucoup de matchs, il va falloir enchaîner. Parce que là, donc je disais, il y a Philadelphie, Miami, Toronto, OKC, San Antonio. Derrière, tu te déplaces à Denver. Donc les 6 premiers matchs de la reprise, là, compliqué, très compliqué. Donc voilà, c'est bien d'avoir des forces en présence, mais si tu fais revenir des mecs exprès et qui se repètent juste derrière, ça vaut pas vraiment le coup. Donc voilà, on va voir. À mon avis, on ne devrait pas les revoir dès la reprise. Mais ça reviendra progressivement, je pense. Euh, quoi d'autre qu'est-ce que je peux encore. Ouais, il y avait. Bah, sur Denver, voilà, justement, je parlais de Denver. On peut revenir sur ce match contre Denver donc de lundi soir. Jokic est monstrueux, il est intenable. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Wendell, Tadic Young, Luke Cornet, ils ont tous essayé. Mais il n'y avait rien à faire. Il était juste intenable, injouable. Le mec, il te mettait des paniers sur la tronche. C'est pas qu'on l'a mal défendu, parce que je trouve qu'on a même plutôt bien contesté ses shoots. On était devant lui, on essayait, tu vois, de le bousculer un peu, mettre des coups d'épaule. Mais bon, entre Wendell qui a un déficit de taille, et c'est pas évident à combler. Tadeusz Young, il est là à l'énergie, mais il a commis quelques fautes. Cornet, il a essayé un peu avec ses longs bras, mais enfin, voilà, techniquement et en vitesse, même en vitesse que Jokic l'a passé, donc c'est pour dire. Mais c'est juste que voilà, il a mis des paniers monstrueux tout au long de la partie, et notamment dans le dernier quart-temps, où il a inscrit, il me semble, 17 de ses 39 points. Donc voilà, festival Jokic. Et voilà, tu peux rien faire parce que personne d'autre le stop. Tu regardes le lendemain, il suffit de regarder le lendemain. Les Nuggets ont battu Milwaukee d'une trentaine de points, 30, 31 ou 32 points, je sais plus l'écart exact après ce match-là. Mais Milwaukee, qui a quand même autre chose en termes de défense intérieure que les Bulls, euh, eh ben non, ils se sont fait pulvériser quand même et Jokic les a explosés. Jokic, il a été énorme face à Gobert aussi. 2 fois cette saison, il l'a affronté et 2 fois, il lui a mis une misère pas possible. Donc bref, c'est pas un cas isolé ce qui s'est passé contre les Bulls. Jokic, il est monstrueux. À mon avis, il est top 5 voire top 3 dans la course pour le MVP. Et si Denver continue comme ça, à mon avis, il sera pas bien loin. Parce que là, il est juste injouable. Tu peux absolument rien faire. Le mec, il va à 2 à l'heure, il marche, il défend presque pas. Mais par contre, quand il s'y met, tu peux absolument rien faire. Et pourtant, là aussi, c'était un match, tu vois, pareil, encore un petit peu symptomatique des Bulls où tu démarres très mal. On avait déjà, ouais, 14 points de retard au milieu du premier quart-temps. Après, tu reviens avec des super bonnes séquences offensivement. Euh, T'arrives à rentrer des bons paniers à 3 points, avec même Denzel Valentine qui fait de bonnes choses en sortie de banc, faut quand même le signaler quand c'est le cas. C'est pas toujours ultra fluide en termes de sélection de shoot, mais voilà, il est capable de prendre un petit peu le scoring à son compte s'il y a besoin de temps en temps, sans qu'on lui demande, hein, parce que de toute façon il file pas beaucoup le ballon une fois qu'il l'a en main, mais enfin bref. Euh, mais voilà, le banc continue d'être productif et ça a relancé les Bulls dans ce match-là. On est revenu, et puis encore une fois, la fin de match était très serrée. Il y avait égalité dans les dernières minutes, mais c'est Jokic qui a été tout simplement monstrueux. Et puis après, ben, voilà, des fautes débiles, des lancers francs, etc. Donc toujours un petit peu, voilà, toujours un petit peu la même chose, mais enfin, voilà, ce serait temps qu'on apprenne de ces erreurs qu'on fait à répétition, plutôt que voilà de dire voilà ouais aujourd'hui on a fait ça, c'était pas bien, ouais, mais le ou les matchs d'après, essayer de pas le refaire quoi, parce que sinon c'est pas crédible quoi. Donc enfin bref. Euh, je pense que c'est ça les principaux axes de progression et quelque chose que je vais surveiller sur la deuxième partie de saison. Ça va être mieux débuter les matchs, éviter de se prendre des runs d'entrée et d'être à moins 10, moins 12, moins 14, moins 15 après 6 minutes de jeu et être obligé de faire rentrer le banc pour que les mecs y carburent. Limiter les pertes de balles. Il y avait du mieux déjà là sur quelques matchs en février, à voir sur la durée.
parce que comme je disais, tu retombes vite dans tes travers dès que l'équipe adverse presse un peu, tu vois, c'est parfois un peu difficile. Euh, et puis essayer de faire moins de fautes défensivement, quoi. Essayer de faire en sorte que collectivement on arrive à mieux s'ajuster en termes de déplacement, de communication pour éviter de faire des fautes débiles. Arrêter de ressortir, faire des fautes sur les shooters à 3 points. Rien que ça, ce serait déjà vraiment vraiment appréciable. Donc voilà, c'est ce genre d'axe de progression plus que victoire-défaite, parce que pour l'instant voilà, on est encore sur de l'observation. Euh, c'est sûr, le plus de matchs on va gagner, le mieux ce sera. On sera tous contents si on arrive à se qualifier en playoff et qu'on fait voilà, un parcours intéressant. C'est clair, on sera tous contents. Mais voilà, le principal, ça reste quand même de voir cette équipe progresser au fil du temps. Et il y a eu des progrès à droite à gauche, offensivement évidemment. Le jeu est devenu de plus en plus fluide au fil des matchs. Euh, Défensivement, il y a des trucs aussi, mais il y a encore voilà, ces soucis de faute, euh, de balles perdues qui posent vraiment problème parce que on n'arrive pas à les régler, quoi. Ça va pas disparaître, mais si on peut les diminuer, parce qu'évidemment on va perdre des ballons, évidemment on va faire des fautes, mais voilà, essayer de ramener ça dans des proportions à peu près normales et pas exagérées, quoi. Ce sera de gros axes de progression pour cette deuxième partie de saison. Mais comme je l'ai dit, avec le début du calendrier, là, ça s'annonce quand même pas simple du tout, hein. Donc ouais, ça va être à surveiller. Dans les dernières petites news, bon bah donc il y a Zach LaVine qui sera à Atlanta ce dimanche pour le All-Star Game, mais également pour le concours à 3 points. Deuxième année consécutive où il participe à ce concours. Il a l'opportunité, comme l'an dernier d'ailleurs, d'être le premier joueur à remporter et le concours de dunk et le concours à 3 points. Ça a jamais été fait avant. Donc s'il gagne le concours à 3 points dimanche, il sera le premier joueur de l'histoire de la NBA à gagner ces deux concours-là. Et puis bah, surtout, il va fêter sa première sélection All-Star. Même si quand tu vois la tronche des maillots pour ce truc-là, tu te dis, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Limite, tu regrettes. T'es sûr qu'il faut que j'y aille? Enfin bref, non, évidemment, voilà, Zach LaVine mérite amplement sa sélection et j'espère qu'il va avoir un petit peu de temps de jeu et claquer deux trois dunks bien flashy pour fêter ça dignement et voilà, juste voilà, affirmer son statut de All-Star. Voilà, on va se quitter sur ça. Le quiz, on va terminer avec le quiz. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de caler les quiz à la fin. Donc dans la dernière vidéo, le quiz parlait justement du All-Star Game où j'avais demandé en quelle année les Bulls avaient eu 3 joueurs sélectionnés pour le All-Star Game et qui étaient ces 3 joueurs. Donc c'était en 1994 avec Scottie Pippen, B.J. Armstrong et Horace Grant, la seule année où on a eu 3 représentants. Et maintenant la question, donc on va rester sur le thème du All-Star Weekend avec une question sur les concours à 3 points. Donc vous devez me dire en 1991 Craig Hodges remporte le concours à 3 points en tant que joueur des Bulls en réalisant une série de combien de paniers consécutifs réussis. Donc voilà, j'attends votre réponse et puis prochaine vidéo je donnerai la réponse, une autre question, et puis voilà, on continue d'enchaîner comme ça. Donc d'ici là, profitez du week-end, profitez bien du All-Star Game, voir Zach LaVine All-Star, c'est quand même bien de voir un joueur des Bulls All-Star, donc faut en profiter, même si bon, le match All-Star en lui-même c'est pas toujours extraordinaire, hein. D'ailleurs, il est dans la team Kevin Durant, même s'il lui jouera pas, mais bon, c'est lui qui l'a drafté. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'avoir un joueur dans ce genre d'événement. Et puis s'il peut gagner le concours à 3 points à côté, ma foi, on fera pas la gueule. Donc voilà, on se retrouve, je sais pas vraiment, très bientôt. On se retrouve très très bientôt pour discuter de ce qui s'est passé dans ce All-Star Weekend, si on a des infos sur les retours de blessures et puis sur les premiers matchs après la reprise. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Go Bulls.